notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes. On va évidemment parler longuement de la réforme des retraites. Éric Coquerel, le Sénat a donc voté le report de l'âge légal de départ à 64 ans. C'est une défaite pour vous? C'est une défaite. C'était un peu attendu qu'ils finissent par le voter, notamment parce qu'au Sénat, le président du Sénat avait pris soin d'ouvrir le week-end, je vous rappelle, c'est-à-dire d'utiliser pleinement le nombre de jours disponibles selon l'article 47.1, enfin l'outil législatif qui est utilisé. Donc c'était à peu près probable qu'ils y arrivent. Ça lui donne pas une majorité dans le pays. En plus, ils y sont arrivés de manière tout aussi étonnante que la manière de faire à l'Assemblée, c'est-à-dire avec cet article 38 qui permet d'éliminer des sous-amendements et de raccourcir encore le temps du débat par rapport déjà à un outil législatif dont il faut dénoncer sans arrêt, il faut dire sans arrêt qu'il est non seulement inadapté pour faire passer une réforme de cette ampleur, mais qu'il permet à peu près toutes les pratiques antidémocratiques de raccourcir les débats, de passer sans vote, etc. Alors, la majorité sénatoriale dit qu'il y a eu des débats il y a des heures. Il y a plus de 100 heures de débats qui sont prévus au Sénat, que la gauche a demandé... 100 heures pour 2 ans de travail en plus, c'est pas beaucoup. Que la gauche a demandé à ce que cet article 7 soit examiné après la manifestation et que la droite sénatoriale a dit oui. Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu une volonté de la droite sénatoriale de voir la gauche pouvoir débattre et pouvoir exprimer son point de vue? Moi, je reconnais rien du tout. Je reconnais pas quelque chose, encore une fois, dans le cadre d'un outil législatif qui n'est pas normal. C'est pas, vous dites, attendez, je reviens, vous me dites 100 heures quand même de débat, est-ce que c'est pas suffisant? Enfin, on n'a jamais vu ça. On a une réforme globale qui va forcer les gens dans les années à venir à travailler 2 ans de plus, qui impacte le pays jusqu'à des décennies à venir, et on nous explique qu'il faudrait que tout ça passe rapidement parce que le gouvernement en a décidé ainsi et qu'il utilise ça parce qu'il n'est même pas sûr de majorité. Bon, donc la droite peut dire ce qu'elle veut au Sénat. Moi, je pense que la raison est du côté de la gauche, comme elle était du côté de la NUPES à l'Assemblée nationale. Il n'est pas normal, et donc à partir de là, il est logique que l'on utilise absolument toutes les possibilités pour ralentir ce projet de loi, voire qu'il passe sans vote. C'est-à-dire qu'ils utilisent un coup de force de plus qui montre que ce projet de loi n'est pas légitime. Donc vous encouragez la gauche sénatoriale à ralentir les débats? Manifestement, j'ai pas besoin de l'encourager parce qu'elle y vient elle-même. Alors ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, quand même est assez étonnant, qui montre bien que c'est pas tant les opposants qui posent des problèmes dans la manière de traiter cette loi, mais c'est cette loi elle-même. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ce que ça a produit à l'Assemblée nationale, ça se produit aujourd'hui au Sénat. C'est-à-dire la gauche, les opposants sont dans leur rôle. On ne va pas empêcher en plus de s'opposer, c'est-à-dire de faire en sorte que le mouvement social puisse se développer, de ralentir cette loi, si possible même de faire en sorte qu'elle ne passe pas. Bon, et donc à partir de là, les débats se tendent, puisque en face, on essaye de passer en force. Donc ça veut dire que vous espérez que dimanche soir à minuit, le Sénat n'ait pas voté ce texte? Bien sûr, et je l'espère d'autant plus que j'ai vu que M. Retailleau avait fait le même appel finalement que j'avais fait à l'Assemblée nationale pendant toute la dernière semaine, en rappelant que c'est le gouvernement qui décide d'arrêter au bout de 15 jours au Sénat ou au bout de 20 jours à l'Assemblée. Il pouvait prolonger à l'Assemblée, il pouvait nous donner le nombre de jours nécessaires pour continuer à examiner la loi, et puis ça peut être fait au Sénat. Et même cette fameuse limite des 50 jours, en réalité, quand on regarde les textes, rien n'indique qu'elle soit obligatoire. Donc prenons... Et Bruno Retailleau, effectivement, demande à ce que le Sénat puisse siéger un peu au-delà, au moins la journée de lundi. Vous aussi, vous souhaitez que le Sénat siège jusqu'à lundi, ou ça vous arrange finalement que ça termine à minuit, à midi? Non, moi, plus ça dure, mieux c'est. Voilà, parce que plus ça dure au Sénat, plus ça va être compliqué pour faire en sorte que le 16, ça arrive à l'Assemblée, et plus ça traîne, plus le mouvement peut se développer, et plus ça montre en réalité que les initiateurs de cette loi n'ont aucune certitude. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de majorité dans le pays. Ils ont même une majorité très forte opposée à ce projet de loi. La majorité de la droite et du centre du Sénat et Gérard Larcher, avec la majorité présidentielle, veulent un vote. On l'a dit. Est-ce que c'est quand même pas plus courageux politiquement de voter ce texte que de refuser de le voter? En quoi c'est courageux politiquement? Expliquez-moi. Est-ce que les parlementaires ne sont pas là pour voter des textes? Pour dire clairement... La question n'est pas... Aujourd'hui, la question qui est posée... excusez-moi, on inverse un peu les... Est-ce que vous n'avez pas été élu pour voter des textes et pour vous prononcer sur des textes? On n'est pas élu pour accepter des pratiques antidémocratiques. On n'est pas élu pour qu'à 10 reprises, on utilise à l'Assemblée un 47.3 pour faire passer un budget parce que le gouvernement n'a pas de majorité. On n'est pas élu pour accepter que le gouvernement utilise un projet de loi de finances de la sécurité sociale
rectificatif qui lui permet de passer sans vote, qui lui permet de raccourcir les débats, qui lui permet de faire à peu près ce qu'il veut. Alors, en plus, avec soit l'article 38 au Sénat, soit le 49.3 à l'Assemblée, enfin, tout ça, enfin, je veux dire, ça montre bien qu'on est arrivé, je crois, dans ce pays, parce qu'il y a plein d'autres pays où il n'y a pas cette possibilité comme ça, de contraindre le Parlement à accepter ce qu'il n'accepte pas. On est arrivé à une vraie crise, non seulement politique, mais une crise de régime. Tout ça. Pour vous, on est dans une crise politique aujourd'hui ? On est une crise politique, ça c'est clair. La preuve, c'est que j'ai cru comprendre que Mme Borne estime qu'elle n'est même pas sûre d'avoir une majorité, mais on est même dans une crise de régime. C'est plus supportable que tout renvoie à une seule personne, au président de la République. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je crois que le cœur du problème, les syndicats, l'intersyndicale l'a bien ciblé, c'est Emmanuel Macron. C'est lui aujourd'hui qui doit faire en sorte, et je lui ai fait un appel solennel ce matin, il doit retirer cette loi parce que c'est lui qui l'a voulu à tout prix, c'est lui qui l'a voulu par le PLFSR, et c'est lui qui l'a voulu contre tout un pays. On ne gouverne pas contre tout un pays, il est en train de mettre ce pays en tension, c'est à lui qu'il revient de sortir de la crise, et donc il a une possibilité pour ça. Enfin, il sort de son piédestal, il reçoit les syndicats, et franchement, quand vous avez plus de 60% des Français qui sont d'accord avec la grève, qui sont d'accord avec ce que vous appelez le blocage du pays, eh bien, on réfléchit 2 secondes. On arrête de mettre ce pays en tension. Cette 5e République, elle est à bout de souffle. Et là, je crois que c'est ce qui est en train de montrer Emmanuel Macron par une vision très hyper-présidentielle du régime, mais en plus en disant que non, il ne va pas recevoir les syndicats, alors qu'on sait que cette réforme, ça vient de lui. En disant qu'il les a déjà reçus, qu'Elisabeth Borne a déjà reçu les syndicats. Après, l'Élysée dit que l'apporte l'exécutif reste toujours ouverte. On sait très bien que Mme Borne applique une politique décidée à l'Élysée. D'accord ? Donc le responsable de cette politique, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est à lui de prendre les mesures qui fassent en sorte qu'on sorte de la situation dans laquelle nous sommes et dans laquelle il a mis le pays avec les tensions dans un contexte de crise sociale et économique qui vraiment n'avait pas besoin de ça. Donc moi, je lui dis, il doit recevoir les syndicats et il y a plusieurs manières. S'il veut, il fait un référendum. Moi, je pense que ça serait par exemple une manière démocratique d'aller vérifier qu'il a ou non une légitimité pour imposer cette réforme. Bon, en réalité, je pense qu'il n'a pas du tout l'indique. Mais surtout qu'un référendum, il retire son projet de loi. Voilà, je pense que ça ne serait pas à votre faiblesse. À un moment donné, de dire je n'ai pas envie de continuer comme ça à tendre le pays, à imposer à 9 actifs sur 10 qui refusent ce projet de loi le fait de travailler 2 ans de plus, alors même qu'on sait... Mais vous savez qui répond que les Français l'ont élu en connaissance de cause, que ce texte, c'est pas vrai. Que ce texte il a présenté, que ces députés l'ont présenté quand ils ont fait leur campagne et qu'ils ont obtenu le groupe majoritaire. Ils sont majoritaires ? En tout cas, c'est le plus grand groupe. Ils n'ont pas la majorité absolue, mais c'est le plus grand groupe. Vous savez bien que c'est pas vrai. Revenons sur ce que vous venez de dire. Le président de la République, au lendemain du premier tour, a fait appel à tous les candidats qu'il estimait démocratiques. Donc, d'accord, il a même fait un appel à Jean-Luc Mélenchon pour le soutenir face à l'extrême droite. Il savait très bien que ces candidats-là ne portaient pas le fait de reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Donc, il sait très bien que c'est pas sur son programme qu'il a été élu. Et à partir de là, il faut qu'il en tire les conséquences. Là, tout indique qu'il n'a aucune majorité. Voilà. Donc, moi, je le dis, il doit rencontrer rapidement l'intersyndicale et prendre les mesures nécessaires. Et franchement, ça serait plutôt faire preuve de sagesse que de retirer cette proposition de loi au lieu de mettre le pays dans la situation où il est aujourd'hui. Vous pensez qu'un accord sera conclu dans la commission mixte paritaire mercredi matin entre députés et sénateurs ? Si, manifestement, il y a un accord avec le mouvement républicain et la majorité présidentielle. Donc il devrait y avoir une CMP conclusive. Après, je ne sais pas ce qui se passera à l'Assemblée, on verra bien. Nous, tout le monde va essayer de mettre en œuvre. Nous, on va évidemment mobiliser, je dis nous, la NUPES, absolument tous les députés pour voter contre. On verra bien jusqu'où ça va. Madame Borne a l'air inquiète, ce qui montre que là aussi, c'est un gouvernement qui ne sait pas où il va et qui ne sait pas la manière dont il avance. Bon, moi, je crois que... quoi qu'il se passe, le 12 n'est pas une fin en soi de toute façon, parce que ça ne reflète pas, si jamais le texte vote, ça ne reflètera pas ce que pense la majorité dans le pays. On va revenir là-dessus, mais pour vous, le gouvernement sera contraint d'utiliser le 49.3 ? Ça serait une preuve de faiblesse dessus. Et puis alors là, je le dis franchement, s'il utilise le 49.3, c'est-à-dire après l'avoir utilisé 10 fois sur le budget, cette fois-ci sur une réforme de cette importance, ça va être une déflagration dans le pays. Il le sait, il prend ses responsabilités. Une déflagration, ça veut dire quoi pour vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment voulez-vous que les gens acceptent qu'un texte comme ça soit, une fois de plus, imposé par la force, par un coup de force de la part du gouvernement. Ce n'est pas possible. Ça veut dire ça sera un aveu de plus qu'il n'a même pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer ce texte. J'espère que, très franchement, ils reviendront à la raison. Il vaut mieux le retirer, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de mettre encore à mal la démocratie, qui, à mon avis, n'est profitable pour personne. Si c'est le cas, vous déposerez une motion de censure ? Ah, bien sûr. LFI ou la NUP ?
dans son intégralité. Prendra une motion de censure, ça c'est clair. Intégrale. Avec d'autres gens, est-ce que par exemple vous discutez avec Aurélien Pradier, avec les députés du groupe Liberté et Territoire? Avec Aurélien Pradier, il y a eu des discussions lors de la première lecture qui ont été faites. On discute avec Lyotte aussi, le groupe, bien évidemment, qui a adopté aussi une position contre le projet de loi. Nous, vous discutez du dépôt d'une motion de censure commune? Non, pour l'instant, on ne discute pas ça, mais pourquoi pas l'envisager avec les groupes démocratiques ou les députés démocratiques, enfin, à mon avis, qui font partie du champ démocratique, ce qui, pour moi, exclut le Rassemblement national, vous l'avez compris. Donc, mais ça veut dire que si c'est, par exemple, Liberté et Territoire qui dépose cette motion de censure avec le soutien d'Aurélien Pradier, là, vous la voterez? Je ne veux pas m'engager sur ces voies ce matin. On fera en sorte, s'il y avait le 49.3, on fera en sorte de déposer une motion de censure qui ait le plus de chances possible de passer. Et de toute façon, s'il y a le 49.3, on sera dans un nouveau contexte politique. Voilà, c'est-à-dire avec un gouvernement qui aura avoué une fois de plus qu'il n'a pas de majorité. Et je pense que la crise politique ne fera que s'accentuer. Elle se doublera de la crise sociale qu'on connaît. Et je ne donne pas très cher, dans ces cas-là, la durée de vie de ce gouvernement. Il y a plein de manières de le régler. Il y en a un, par exemple. On a parlé du 8 mars, la journée internationale des femmes. Eh bien, il suffit, par exemple, de faire une loi qui impose l'égalité salariale homme-femme et vous avez 5 milliards qui rentrent dans les caisses de vieillesse. Vous pouvez aussi faire en sorte que les dividendes on impose une cotisation à la hauteur des revenus du travail, ça fait 40 milliards qui rentrent. Donc il y a plein de méthodes au lieu de mettre le pays dans la difficulté et surtout de forcer les gens à travailler 2 ans de plus. C'est ça qui, à mon avis, explique le refus majoritaire des Français. Est-ce qu'un vote du texte n'affaiblirait pas cette contestation et n'affaiblirait pas ce mouvement social? L'affaiblir. Je veux dire, un vote du texte serait une nouvelle. Enfin, il faudrait prendre à partir de là des mesures nouvelles. C'est l'intersyndicale qui les décidera. Mais moi, de ce que j'entends, on n'a pas une intersyndicale qui aujourd'hui a envie de faiblir parce que elle sent bien qu'elle a une population qui est derrière elle, qui est derrière les positions qu'elle prend. Et moi, pour l'instant, je ne me mets pas, en tout cas, dans ce cas de figure. Voilà, je pense, je le redis, qu'il va y avoir une semaine encore avec des grèves reconductibles, des grandes journées. Et M. Macron, encore une fois, a les clés en main pour régler cette question. Et c'est à lui qu'il revient de le faire. Justement, sur ces grèves et sur ces actions, l'électricité a été coupée avant-hier dans la permanence parlementaire de Gérard Larcher. Et au domicile de certains sénateurs. C'est ce qu'a indiqué hier Bruno Retailleau. Est-ce que vous cautionnez ces actes? Écoutez, moi je suis... Par rapport au fait d'être obligé de travailler 2 ans de plus de la part notamment, par exemple, de sénateurs qui voient si j'ai bien compris, leur retraite à plus de 4 000 € au bout de 12 années de cotisation et qui vont imposer que des gens qui ont 40 ans de cotisation travaillent 2 ans de plus pour une retraite moyenne de 1 400 €. Très franchement, la violence, elle est à mon avis de ce côté-là. Donc, si bien compris, c'était des coupures... Attendez, laissez-moi finir. C'était des coupures symboliques, de ce que j'ai compris, qui duraient une demi-heure, qui n'étaient en rien des problèmes de santé. Donc, dans tout mouvement social, vous avez des formes, à un moment donné, de contestation qui sont de la responsabilité des syndicalistes. Mais si vous comptez sur moi pour les condamner, je ne les condamnerai pas. Vous les condamnez pas, y compris au domicile. Bruno Retailleau a parlé de domicile de certains sénateurs. Je vous dis, ça c'est pas moi qui prends ces décisions. Moi je suis député, les syndicats le font, mais je veux dire il y a un moment donné, il y a une proportionnalité des choses. Voilà. Ce qui est en train de faire, notamment la droite au Sénat, en donnant une majorité au gouvernement au Sénat, possiblement, ils n'en sont pas là et j'espère que ça n'arrivera pas, que ce texte ne sera pas voté, pour un projet de réforme qui durcit la vie de tous les Françaises et les Français. Je trouve qu'une coupure de 30 minutes à un moment donné ciblé, c'est pas un drame. Voilà, ça ne vaut pas d'en faire des tonnes par rapport à ça. Il y a une mobilisation des jeunes. Hier, on a vu ce blocus challenge appelé par votre collègue LFI Louis Boyat. Est-ce que pour vous, faire ça, ça a été condamné, notamment par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée? Est-ce que c'est digne d'un parlementaire? Je n'ai pas entendu condamner, par contre, le double bras d'honneur de M. Dupond-Moretti. Ah bon, on va y venir. Elle a écrit une lettre à Elisabeth Borne, mais on va y venir. Okay. Ça me semble plus problématique. Non, on va en parler, je vous promets. Est-ce que ce blocus challenge, c'est digne d'un parlementaire? Écoutez, moi, c'est pas indigne d'un parlementaire. Moi, c'est pas la manière dont je communique. J'ai pas l'âge de Louis, d'accord. Il utilise des moyens aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Il l'a dit lui-même. Le côté concours était un côté, j'allais dire, qui était un peu le paquet cadeau par rapport à un message politique, qui était le fait de dire on va soutenir les lycéens et les étudiants qui pourraient rentrer dans le mouvement. C'était ça son message. Le reste, on peut juger est-ce que c'est efficace ou pas efficace, est-ce que c'est la meilleure manière de faire. Moi, je me permettrais pas. Louis, il a un peu plus de 20 ans, il est du même âge que tous ceux qui l'appellent à se mobiliser. Il connaît aussi des codes de communication. Franchement, c'est pas... Mais au-delà du TikTok, est-ce que il faut faire des photos et en échange, vous aurez droit à une visite de l'Assemblée? Est-ce que c'est pas une forme de mépris de l'Assemblée nationale et de l'institution? Encore une fois, entre ça et un double bras d'honneur d'un ministre, je
Je trouve que, si vous voulez, non, vous voyez ce que je veux dire. On va y venir, non, mais sur le bras d'honneur, il y a le décalage énorme. Non, c'est pas un mépris vis-à-vis de l'Assemblée. On peut estimer que c'est maladroit, tout ce que vous voulez, peut-être, j'en sais rien. Moi, ce que j'observe, c'est que ça a fait du bruit, donc ça a permis d'être entendu par les jeunes. Après, c'est quelque part les lycéens, les étudiants à qui il revient de dire est-ce que c'était bien ou pas. Mais franchement, je vois pas en quoi ça serait un mépris vis-à-vis de l'Assemblée. Nous, on assume quelque chose. Je vais vous dire. Moi, hier matin, j'étais dans des piquets de grève des incinérateurs de Paris. J'étais la veille à un piquet de grève au dépôt RATP de Pleyel. Je soutenais les électriciens gaziers hier qu'on fait une action en Ile-de-France dans ma circonscription. Donc notre rôle aussi, nous, députés France Insoumise, c'est d'être aux côtés des mobilisations et de faire en sorte qu'elles se développent. Pas de parler en leur nom, mais de faire en sorte qu'elles se développent. Yael Braun-Pivet, justement, elle a adressé hier une lettre à Elisabeth Borne pour lui demander de recadrer ses ministres, de les rappeler à l'ordre suite au bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. Elle a eu raison. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. J'espère qu'on va aller un peu plus loin, parce que c'est un outrage. Un peu plus loin, c'est ça. Excusez-moi, mais c'est un outrage à l'Assemblée nationale qui a été fait. En plus, il a été assumé, il a vraiment fallu beaucoup de choses. Donc, quand moi je vois le bruit qu'on peut faire sur tel ou tel député LFI et qu'un ministre de la Justice, un des principaux ministres du gouvernement, se permet de faire ça dans l'Assemblée, j'espère que les mesures qui vont être prises vont être à la hauteur du problème. Mais qu'est-ce que vous attendez clairement? Mais je sais pas, écoutez... je veux dire, en tout cas, ça peut pas... Qu'il soit sorti du gouvernement? Vous demandez qu'Elisabeth Borne le démissionne? Pourquoi pas? Mais moi, je pense la question de ce gouvernement devrait être posée. Mais Non, mais là, vous demandez une sanction. Ce que je demande, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit à la hauteur du geste qui a été fait. Donc, au gouvernement de décider ce qu'il fait par rapport à ça. C'est-à-dire que le recadrage d'Elisabeth Borne n'est pas suffisant. J'espère qu'on en reparlera au bureau en présidence de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ça ne peut pas passer juste par une lettre. Et puis, Mme Borne, en gros, juste avoir 2-3 mots d'excuse pour son ministre, qui, encore une fois, vraiment a balbutié quelques mots à peine audibles pour expliquer son geste. Enfin, rendez-vous compte qu'il se permet un double bras d'honneur. Bon, en plus, je ne commande pas ce que signifie ce geste par rapport au président de groupe des Républicains. En plus, tactiquement, c'est pas très très fin d'avoir fait ça, alors qu'on compte sur les Républicains pour faire passer un projet de réforme. Mais ça, c'est les problèmes de cette majorité. C'est pas Olivier Marleix, mais à la présomption d'innocence, son bras d'honneur. Oui, c'est ça. Et puis quoi encore? Vous savez très bien. Bon, mais juste que je comprenne bien, si vous ne demandez pas sa démission, mais que vous demandez des sanctions plus fortes, quelles sont ces sanctions? Moi, je demande des sanctions plus fortes, et franchement, sa démission ne me choquerait pas. Voilà. Donc vous demandez sa démission? Non, je ne vous ai pas dit ça, je vous dis qu'elle ne me choquerait pas. Elle ne vous choquerait pas. Un mot quand même sur la France Insoumise. Est-ce que la stratégie de la France Insoumise a eu un impact sur la cohésion de la NUP? On est maintenant à plus de 3 semaines après ce qui s'est passé à l'Assemblée. Est-ce qu'avec un peu de recul, ça a eu un impact? Ça a eu des tensions? Est-ce qu'il y a des tensions au sein de la NUP depuis ce qui s'est passé? Écoutez, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a beaucoup glosé sur éventuellement des différences de tactique, est-ce qu'on va ou pas au début de l'article 7. Mais sur le fond, la NUPES a pris la même décision tout ensemble à l'Assemblée nationale, de ne pas aller jusqu'à la fin de ce projet de loi en première lecture. Les autres ont retiré leurs amendements. Attendez, laissez-moi finir. De ne pas aller jusqu'à la fin de ce projet de loi en première lecture, ne pas obéir au cadre contraint du 47.1, ne pas aller même jusqu'à la fin de l'article 7, c'était quelque chose qui était très majoritaire dans la NUPES, et à mon avis, c'est ça qui m'importe, et d'appeler à soutenir non seulement le retrait, mais les mouvements de grève en ce moment qui ont lieu. Donc moi, je trouve que ce type d'accord et de réflexe commun de la NUPES montre que, voilà, je pense qu'on est globalement sur la même position. Mais et j'observe même... Ça n'a pas divisé votre groupe aussi? Il y a eu un vote qui était partagé en deux. Mais vous savez, c'est bien. Vous étiez sur quelle ligne, vous, d'ailleurs? C'est bien qu'il y ait des débats. Vous ne saurez pas, parce que moi, je garde en interne ce que je pense. Voilà, j'ai pas spécialement envie de l'expliquer en externe. Mais c'est plutôt bien qu'il y ait des votes. C'est plutôt bien qu'il y ait un débat démocratique au sein de notre groupe. On a un groupe de 75 députés qui représente la plus grande formation de gauche. C'est l'inverse qui eût été étonnant sur un choix finalement tactique. Donc voilà, je pense que c'est pas un problème. Et ce que j'observe, je le répète, c'est que finalement on nous disait qu'on serait totalement en désaccord, en décalage par rapport à la gauche au Sénat. Finalement, j'observe qu'elle utilise les mêmes procédés. Et il ne faut pas revoir le fonctionnement de la NUP, il n'y a rien à revoir. Sandrine Rousseau, Olivier Faure demandent un acte 2. Moi, je pense que non, mais ils demandent un acte 2. Nous, on demande un nouveau souffle pour la NUPES. Je pense, par exemple, que le fait de faire des réunions plus fréquentes de tous les parlementaires de la NUPES à l'Assemblée nationale, c'est une bonne chose. Le fait, on a proposé un agora, une espèce de parlement qui avait été mis en place à la fin des législatives, c'est une bonne chose de le faire. Donc nous, on souhaite au contraire plus d'intégration, ça serait parfait. Et même d'être ensemble pour les prochaines élections. C'est aussi la proposition qu'on a faite, je vous rappelle, notamment pour les européennes. Et les sénatoriales?
Ah oui, bien sûr. Pour toutes les élections, on souhaite être ensemble. Vous n'avez pas de sénateur, la France Insoumise. À partir du moment où c'est sur un programme de rupture, parce que ce qui caractérise la NUPES, c'est pas seulement l'unité, c'est l'unité sur un programme de rupture. Un mot sur une autre actualité, Emmanuel Macron qui a annoncé un projet de loi dans les prochains mois visant à inscrire la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Vous saluez cette annonce ? Elle me pose deux problèmes dans la forme. Alors d'abord, il y a eu deux termes qui ont été utilisés. Ce qui a été majoritaire à l'Assemblée nationale sur proposition de France Insoumise dans une niche et qui a eu une unanimité, je crois, des députés, c'est le fait de garantir le droit à l'IVG. Le Sénat a préféré le terme de liberté de le pratiquer. Moi, je pense que c'est beaucoup moins fort d'un point de vue constitutionnel. Donc déjà, j'observe que le président Macron reprend plutôt ce terme. C'est déjà un premier problème. Voilà, qu'il ne reprenne pas celui qui a été majoritaire à l'Assemblée. Et la deuxième chose qui me gêne plus, c'est qu'il a l'air de vouloir rentrer ça dans un cadre, dans une révision constitutionnelle globale dont il sait que là, par contre, il n'aura pas l'adhésion de tous les députés, voire même qu'il ne pourra pas le passer. Voilà. Donc là aussi, j'en appelle à lui. Si vraiment, comme nous, il veut faire en sorte que l'IVG devienne un droit constitutionnel, eh bien, il doit faire une loi ad hoc et non pas essayer de nous faire avaler d'autres mesures par ce biais-là dans une révision complète de la Constitution. Vous pensez qu'il cherche à l'enterrer, l'IVG, en passant comme ça ? J'ai un peu peur de ça, ouais. Ou alors de faire passer ce qu'on ne veut pas par ailleurs. Donc voilà, sur ce coup-là, il ne faut pas être politicien, quoi. Il y a eu une unanimité à l'Assemblée nationale là-dessus. Il doit respecter cette unanimité et se mettre au service de ça. Et une dernière question. L'Assemblée nationale a rejeté cette semaine une proposition de loi Renaissance qui voulait imposer une peine d'inéligibilité pour les auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales. Ça fait, on pense, référence à ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens. Pourquoi vous avez voté contre ? Il n'y a pas que nous. Il y a beaucoup la grande majorité. Il y avait deux problèmes dans cette loi. Alors déjà, une première chose qui a été dite à Aurore Berger, il y avait des amendements socialistes, était de ne pas en profiter pour faire en sorte de rendre illégitime, par exemple, des personnes qui auraient commis des violences dans des manifestations et autres. Donc, premier problème, c'était quelque chose de global. Deuxième question qui se posait, c'était, jusqu'à maintenant, les juges peuvent décider de cette inéligibilité. Donc, nous, on est quand même assez pour la liberté du juge. Alors, après, on peut peut-être voir si c'est suffisamment utilisé ou pas. Bon, et vous l'avez vécu comme une loi anti-Quatennens ? Alors, j'ai pas vécu ça forcément comme ça, mais moi, la question m'a été posée. Moi, je crois à la sincérité d'Aurore Berger, je pense. Mais par contre, la sincérité n'empêche pas aussi des visées un peu politiciennes. Et je pense que c'est un peu ce cumul des choses qui a fait en sorte que sa loi puisse pas passer. Voilà, on aurait mieux fait de travailler ensemble à quelque chose de plus global et qui, là aussi, aurait pu devenir unanime à l'Assemblée nationale. Merci, Éric Coquerel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.